Bienvenue, merci à tous pour l'intérêt que vous portez à cette initiative, le challenge PME Avion Vert. Euh, je vais vous présenter l'initiative pendant une vingtaine de minutes et s'en suivront 20 à 30 minutes de questions-réponses que vous pouvez poser vos questions par écrit sur GoToWebinar. Vous avez accès à une petite interface pour poser vos questions, c'est le petit point d'interrogation. Je suis Laurent Pérez, je suis coordinateur d'une cellule France 2030 chez Aerospace Valley. Euh, et donc, on a lancé cette initiative en partenariat avec la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine, Airbus, ATR, Safran, Liebherr, l'IRT, mais aussi la DGE, le GIFAS, pour essayer de travailler sur l'émergence de projets à l'intention des acteurs de la supply chain de nos territoires et auprès de nos adhérents principalement. Donc, juste pour rappeler rapidement le contexte, Aerospace Valley, c'est une communauté de 850 membres avec un territoire concentré entre Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, qui regroupe les principaux acteurs de l'aéronautique, du spatial et des drones, avec 50 grands groupes, 50 structures d'enseignement supérieur et des laboratoires de recherche, et presque 600 PME. Donc, on a la chance de compter parmi nos membres les principaux acteurs de nos filières en France et en Europe, ce qui nous permet d'animer des actions comme celle qui nous réunit aujourd'hui, le Challenge Avion Vert. Et on anime notre communauté espace aéronautique et drone autour de 5 écosystèmes d'excellence, usines du futur, matériaux et procédés, systèmes embarqués et communicants, propulsion et énergie embarquée et économie de la donnée et intelligence artificielle. Donc on a des pilotes de ces écosystèmes d'excellence que vous connaissez peut-être déjà, qui appuient de par leurs connaissances filières et techniques l'ensemble des actions que nous pouvons mener. Donc ces actions, elles se matérialisent par les chiffres clés que vous voyez à droite de mes planches, avec plus de 160 événements par an. Les 2 tiers sont organisés en présentiel. On a plus de 2800 rendez-vous B2B à l'occasion de ces événements. Et enfin, on accompagne presque 130 projets. En tout cas, l'année dernière, on a accompagné presque 130 projets, dont 62 ont été financés pour un total de 93 millions d'euros d'aide publique au niveau régional, national et européen. En ce qui concerne notre accompagnement sur le financement public notamment, en fait, ça correspond à ce qu'on fait au niveau de notre service innovation. C'est-à-dire qu'on soutient les projets de RDI en les accompagnant depuis l'émergence de projets jusqu'à la mise en visibilité. Donc, on anime tout un tas d'actions autour de l'identification des opportunités de financement qui existent au niveau national, régional et européen. On accompagne autour de la préparation des réponses à appel à projet. Donc, on est là aussi pour vous aider à faire maturer, consolider vos réponses à appel à projet. Et enfin, on vous propose, notamment pour les projets nationaux et régionaux, une mise en visibilité de vos projets par la labellisation. Donc, la labellisation, c'est un processus qui est cadré par les statuts du pôle. On a un comité de labellisation qui est constitué de nos membres. Et ce comité de labellisation évalue les projets sur un certain nombre de critères, dont l'adéquation à la réponse à appel à projet du projet qui est soumis à la labellisation et l'intérêt du projet par rapport à nos filières et aux enjeux de nos filières. Ce label est reconnu par les financeurs nationaux et régionaux et permet, en tout cas on le constate dans les chiffres, une amélioration des taux de succès. Et le fait de procéder sur toute la chaîne là que je vous présente conduit à une amélioration des projets qui permet d'avoir des taux de succès plus élevés aussi auprès des financeurs. Et donc, le challenge Avion Vert dont nous allons parler aujourd'hui porte principalement sur les actions d'émergence, c'est-à-dire que c'est un outil qui va nous permettre d'identifier et de mettre en visibilité les pré-projets que vous avez en lien avec un élément particulier. Donc, l'objectif, c'est ce que je disais, c'est faire émerger des projets de R&D, qu'ils soient individuels ou collaboratifs, en lien avec les sujets prioritaires identifiés dans le cadre de ce challenge. Les sujets prioritaires, ils vont tourner autour de la décarbonation de l'avion et de la décarbonation de l'aéronautique au sens large, mais on va surtout s'intéresser ici
à toutes les innovations qui vont permettre de décarboner l'avion en lui-même, c'est-à-dire la propulsion, les matériaux. Et donc, on a demandé aux industriels, j'y reviendrai juste après, d'identifier un certain nombre de défis en lien avec les différents enjeux et les différentes feuilles de route qu'on a au niveau national et régional ainsi qu'européenne pour les futurs programmes d'aviation. On va avoir des experts qui vont se réunir. Donc, c'est des gens qui sont issus des grands groupes et qui vont évaluer les projets à la fois sur les caractères innovants du projet, mais aussi sur les perspectives d'accès au marché d'industrialisation. Donc, ce sont des éléments qu'on va regarder en détail, parce qu'on va vouloir des innovations qui vont pouvoir, à l'issue des projets, avoir une perspective à moyen terme sur de la commercialisation et de l'industrialisation, parce qu'on veut que les projets qui vont être proposés puissent servir les programmes qui doivent être lancés dans le cadre des grands objectifs de décarbonation de l'aviation. L'adéquation des projets avec l'une des thématiques prioritaires du challenge, je vais rapidement les évoquer juste après, mais on a demandé aux grands donneurs d'ordre de nous lister un certain nombre de défis pour lesquels ils souhaitaient que la supply chain propose des projets d'innovation. L'ambition derrière, c'est aussi de préparer la supply chain nationale, mais principalement Occitane et Nouvelle-Aquitaine, à être en capacité de venir offrir des solutions aux grands donneurs d'ordre lorsque les programmes seront lancés. Ensuite, on va aussi regarder en termes d'évaluation l'adéquation du projet avec l'un des dispositifs de financement disponibles. Donc, je les présenterai très brièvement tout à l'heure, mais effectivement, il y a un double enjeu pour les porteurs de projets. Le premier, c'est de mettre en visibilité leurs projets auprès des grands acteurs de la décarbonation de l'aviation qui sont à la manœuvre sur la mise en œuvre des feuilles de route à haut niveau, et aussi de trouver des leviers pour faire financer ces projets par la force publique. Ça sera principalement des dispositifs régionaux qu'on va viser dans le premier temps, mais il va y avoir aussi des outils nationaux et des outils européens. Donc, l'adéquation entre ce que vous proposez et leur capacité à être financé derrière sera un des éléments qui nous permettra de financer le projet. Ensuite, on va regarder en fait l'impact social, économique et environnemental que votre projet pourra avoir, et notamment le nombre d'emplois créés sur un territoire donné. Et enfin, on va regarder, parce qu'on est sur un projet aéronautique avec des ambitions d'être en capacité d'industrialiser derrière, la capacité humaine et financière du porteur, autant sur sa capacité à réaliser le projet que sur sa capacité en suivant à industrialiser la solution qui pourrait être développée dans le cadre du projet. Donc, comme je le disais, ce challenge-là, il va s'appuyer sur les feuilles de route de la décarbonation de l'aéronautique. Donc, on les a présentés notamment sur une journée qui a été organisée le 9 février en Occitanie. Mais le CORAC, Clean Aviation et les régions ont des feuilles de route qui ont été en partie, notamment pour le CORAC et Clean Aviation, co-préparées avec les grands donneurs d'ordre européens ou nationaux. Donc, il y a des grandes ambitions. Il va y avoir des démonstrateurs qui doivent être réalisés, notamment dans le cadre de Clean Aviation, mais aussi dans le cadre du CORAC. Et donc, ces grands démonstrateurs, ils ont des échéances qui sont connues, donc 2030 ou 2050 pour certains d'entre eux, avec différents industriels qui sont chefs de file. Et en fait, c'est des démonstrateurs très ambitieux qui vont supposer le déploiement de nouvelles technologies avec un niveau de qualité, de certification et d'innovation assez élevé. Et ce qu'on a demandé aux grands donneurs d'ordre, c'est de lister un certain nombre de sujets dans cette feuille de route pour lesquels ils aimeraient que des acteurs, notamment des PME et des ETI, mais aussi des laboratoires publics, puissent proposer des solutions, en tout cas des innovations qu'ils pourraient porter et qu'ils pourraient développer ou co-développer d'ici au lancement des grands démonstrateurs. Donc, on a 8 sujets. Donc, les 8 sujets, il y a l'électrification des systèmes, l'automatisation future des futurs cockpits, la propulsion et les aérostructures, il y a des choses sur le processus d'assemblage innovant, il y a
un tas de défis autour des systèmes d'air des futurs avions, des systèmes de jaugeage. Il y a des problématiques sur la partie propulsion avec des systèmes pour la propulsion à hydrogène. Il y a des problématiques aussi au niveau des batteries solides et avionnables. Donc tous ces défis-là, on les a listés dans le cadre du challenge. Donc je ne vais pas les reprendre ici parce que ça fait 8 fiches qui sont assez détaillées, mais les 8 fiches, elles sont disponibles en annexe du challenge. Il faut aller les consulter et on attend à ce que les projets puissent répondre à ces problématiques-là. Donc les projets qu'on attend en termes d'émergence doivent venir répondre à l'un de ces enjeux. Et dans les enjeux qui sont décrits, certains précisent des éléments assez détaillés sur ce qui est attendu, notamment en termes de maturité, pour certains en termes de performance. Et en tout cas, systématiquement, il faut que ce soit des solutions qui vont être avionables, autant en termes de certification, de sûreté, de robustesse et d'industrialisation. À partir de ces éléments-là, nous, ce qu'on va regarder aussi derrière, une fois qu'on a mis en visibilité, une fois qu'on reçoit les projets, on va attendre des projets qui sont soit portés par un industriel seul, soit qui met en œuvre un consortium. Donc pour les projets individuels, on va attendre à ce que ce soit des projets d'études de faisabilité ou de R&D. Comme on a des échéances qui sont à plus ou moins le moyen terme et qu'on a certains dispositifs de financement qui sont en ligne de mire, on souhaite avoir des projets qui sont dimensionnés pour 36 mois maximum et portés par une PME. Donc ça, c'est pour les projets individuels. Pour les projets collaboratifs, on attend des projets des projets de R&D. Il faudrait qu'ils aient une dimension critique assez importante. Donc, à partir de 500 000 euros, si le consortium est au sein d'une seule région, et ça, c'est principalement pour la région Occitanie, ou alors de plus d'1 million d'euros. En fait, ce critère-là, on l'a écrit parce qu'on vise des dispositifs qui sont autour de France 2030 régionalisés en priorité. Mais je vous expliquerai après qu'on n'est pas, il n'y a pas une raideur trop importante sur ce sujet-là. En revanche, plus vous rentrez dans les critères qui sont décrits sur cette fiche, plus facilement on pourra derrière venir mettre en œuvre un accompagnement pour viser un dispositif de financement qui existe déjà. À défaut, on va avoir besoin de faire un petit peu d'ingénierie de projet pour essayer de regarder comment on fait pour trouver un guichet de financement et comment on peut adapter le projet que vous avez proposé à un cahier des charges qui est déjà connu ou qui est en cours de préparation. Donc là-dessus, sur les projets collaboratifs, c'est entre 24 et 48 mois. On s'attend à ce qu'il y ait plutôt au moins un laboratoire académique qui est impliqué. En fait, on n'est pas complètement arrêté sur ces notions-là. En revanche, si vous répondez à ce cahier des charges-là, notamment sur la partie collaborative, eh ben, on sait déjà que si votre consortium réunit principalement des acteurs occitans, eh ben, on pourra venir adresser un outil de financement qui s'appelle le IDEMO régionalisé, pour lequel la région Occitanie est déjà en opération. C'est-à-dire que là, la région Occitanie est force de proposition pour nous accompagner et accompagner les projets qui seront sélectionnés pour les faire financer auprès de ce dispositif de financement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fixé une date limite au 5 mars. C'est parce que le IDEMO régionalisé, notamment en région Occitanie, a une date limite à fin avril, donc le temps de sélectionner les projets et de les repréparer à adresser un guichet de financement IDEMO régionalisé. Ça nous conduira assez rapidement à fin avril. Donc, plus le projet que vous pouvez présenter répond au cahier des charges du IDEMO régionalisé Occitanie, plus facilement on pourra vous conduire là-dessus. Mais ce n'est pas le seul dispositif qu'on peut être amené à viser. Côté Nouvelle-Aquitaine, ils n'ont pas l'IDEMO régionalisé, mais ils ont des outils de financement qui permettent de financer des projets individuels ou collaboratifs qui sont à peu près dans ces mêmes ordres de grandeur. Et là, on peut vous répondre au cas par cas sur le dispositif qui pourrait s'adresser. Et en fait, ça va être l'enjeu qui va être mis en œuvre au côté Aerospace Valley à partir du 5 mars, une fois qu'on aura reçu les propositions. Et on sait aussi qu'il va y avoir d'autres dispositifs qui devraient être publiés d'ici au 5 mars, normalement, notamment au niveau de France 2030, avec des ambitions sur la décarbonation de l'aéronautique, qui pourraient venir financer des projets qui seraient sélectionnés dans le cadre de ce challenge. Ce qu'il faut vraiment noter, et ce sur quoi on voulait insister, c'est que le challenge, la réponse au challenge et une sélection dans le cadre du challenge
ne donnera pas droit automatiquement à un financement. C'est-à-dire que le challenge vise à faire valider votre projet par les grands donneurs d'ordre qui demain vont avoir besoin de votre technologie pour lancer leur programme d'avions, d'aéronefs décarbonés. Et donc, la sélection dans le cadre de ce challenge, ça met en visibilité votre projet auprès de ces donneurs d'ordre et ça nous permet, nous, avec d'autres acteurs, notamment nos partenaires en région, de vous accompagner vers des dispositifs de financement en cours et à venir. Là, j'ai cité BPI France au niveau national, il y a le IDEMO régionalisé au niveau occitan, il y a des outils au niveau Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi un autre dispositif, il y a le CORAC, et notamment le CORAC PME avec des ambitions d'accompagner plus fortement les ETI et les PME dans le cadre de ce sujet-là. Bon, c'est un petit peu marginal par rapport à notre action, mais le CORAC et le GIFA sont impliqués dans le challenge Avion Vert et ça permet aussi de mettre en visibilité des compétences auprès de cette typologie d'acteurs. Et enfin, Clean Aviation s'intéresse de près à ces sujets-là et au challenge en particulier, puisqu'il est notamment lancé dans le cadre d'un mémoire d'entente qui a été signé entre la région Occitanie et Clean Aviation qui vise à mettre en œuvre des actions communes et notamment des synergies pour faire financer des projets en lien avec les défis que se sont fixés les acteurs de Clean Aviation et les grandes ambitions en termes de décarbonation que toute la filière aéronautique a. Donc, à travers cet outil-là, c'est aussi une mise en visibilité auprès des acteurs qui sont actifs au niveau de Clean Aviation. Et nous, on intègre cette action-là et le challenge Avion Vert à d'autres outils, et notamment une action qu'on coordonne au niveau d'Aerospace Valley, qui est le projet ECAR. Le projet ECAR, c'est une action sur les synergies de financement de la décarbonation de l'aéronautique financée par Clean Aviation et pour lesquels nous devons proposer à terme des mécanismes ou des idées de synergie. Et on travaille là-dessus avec un pôle de compétitivité à Hambourg, un pôle de compétitivité en Italie, dans la région de Campania. Et donc, ce challenge-là vise aussi à démontrer une manière de faire de la synergie de financement entre les différents acteurs de financement. Donc, quand on parle de synergie de financement, en fait, on en parle parce que, bon, vous savez, si vous travaillez déjà sur des projets innovants, le paysage du financement de l'innovation est un paysage complexe. Il y a différents outils, différents donneurs d'ordre et il y a différents opérateurs du financement qui fait que c'est souvent un petit peu compliqué de jongler entre les différents dispositifs. Donc là, c'est une cartographie qu'on pourrait faire des opportunités de financement qu'on pourrait avoir. Et donc, on a la région Occitanie qui a des dispositifs, j'en ai rapidement parlé. Il y a la région Nouvelle-Aquitaine qui a fixé des priorités dans son plan Maristes-Bastier, qui est renouvelé actuellement. Et donc, ces priorités permettent de faire financer des projets sur différents dispositifs qui existent d'ores et déjà. Il y a le CORAC qui mobilise des montants importants de financement public pour financer des projets de R&D et d'innovation dans le cadre de la décarbonation de l'aéronautique. Il y a BPI France qui est opérateur d'un financement France 2030 piloté par la DGAC et la DGE. On a vu Aéronef Bas Carbone en 2022 et il devrait y avoir d'ici à début mars un nouveau Aéronef Bas Carbone qui va sortir. Et donc, au travers du challenge Avion Vert, on a l'ambition de pouvoir émerger des projets qui vont pouvoir répondre à cet appel à projet, puisque produire en France des aéronefs bas carbone, nouvelle mouture, devrait s'adresser aux acteurs de l'aéronautique au sens large, quelle que soit la taille des aéronefs et quels que soient les enjeux adressés. Donc, contrairement à l'aéronef bas carbone numéro 1, on ne sera pas sur exclusivement des projets qui sont plutôt sur du drone et de l'aviation légère, mais on sera aussi sur les enjeux de la décarbonation de l'aviation régionale, de l'aviation commerciale. L'IRT en fait va avoir des projets qui mobilisent de l'argent public et pour lesquels ils souhaitent intégrer des PME. Et donc, ils ont proposé certains sujets dans les fiches dans les 8 thématiques, dans les 8 défis clés que je vous ai présentés tout à l'heure. Et donc, dans ce cadre-là, ils sont aussi dans le jury pour essayer d'identifier des acteurs qui pourraient intégrer des consortiums sur ces défis clés qui sont en cours de constitution et pour lesquels il devrait y avoir à terme un financement public.
Et puis, il y a Clean Aviation, qui a des programmes de travail et devrait arriver d'ici à 2025 de nouveaux appels à projets qui permettront de financer des projets très structurants autour des grands enjeux des démonstrateurs européens qui sont en cours de préparation. Et l'un des enjeux du Challenge Avion Vert, c'est aussi de permettre aux futurs coordinateurs de ces projets-là d'identifier des briques technologiques et donc des acteurs industriels ou laboratoires qui vont être en capacité de venir appuyer une proposition autour d'une réponse à appel à projet Clean Aviation. Encore dans la logique de la synergie, en fait, il y a tout un tas d'initiatives qui existent sur l'accompagnement du financement des acteurs de la décarbonation de l'aéronautique. Et donc, sur le périmètre, donc là, c'est un petit focus sur le périmètre géographique de l'Occitanie. En fait, il y a l'Université de Toulouse qui coordonne une action qui s'adresse à l'ensemble des acteurs académiques sur l'hydrogène en Occitanie. C'est les défis clés Rio. Et en fait, le défi clé Rio, avec le soutien financier de la région Occitanie, a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur l'avion vert. Et donc, on s'intéresse, comme pour le challenge Avion Vert Aerospace Valley, on ne s'intéresse pas aux technologies au sol pour l'instant, on s'intéresse aux technologies à bord de l'aéronef. Et donc, cet AMI vise à financer des équipes de recherche académique sur des projets de recherche qui adresseraient l'une des technologies à bord de l'aéronef. Donc, c'est tout ce qui est entouré en vert sur fond bleu, là, ici, qui est dans le périmètre du défi clé. Et donc, il y a une date limite qui a été fixée au 5 avril. Donc, le lien avec le challenge Avion Vert, c'est que si vous souhaitez constituer un consortium avec un partenaire académique occitan déjà identifié, ce partenaire académique-là pourrait éventuellement avoir une opportunité de financement via ce défi clé. Donc nous, chez nous, il y a Laurent Bizio qui est en lien avec le défi clé. Donc Laurent Bizio qui est le coordinateur, le pilote de notre écosystème d'excellence propulsion et énergie embarquée, qui va faire le lien entre les projets qui vont être soumis et le board de Rio pour voir quel projet pourrait être intéressant pour le défi clé. Donc, potentiellement, on peut directement aller proposer un financement pour une équipe de recherche au défi clé. Ou alors, si vous souhaitez compléter votre consortium avec des compétences académiques, mais vous n'avez pas encore identifié la bonne compétence, côté Rio, on a la capacité aussi de venir animer un petit peu tout ça pour trouver la bonne compétence et opérer une synergie auprès des différents mécanismes de financement et notamment Rio. Donc là, c'est un montage peut-être un petit peu en back-office, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, sachez qu'il y a cette initiative-là qui existe. La date limite arrive en juillet après notre challenge Avion Vert. Ça permet aussi de préparer une réponse qui pourrait être dans le cadre de Rio. Donc en termes de process sur le challenge Avion Vert, déjà, je l'ai déjà dit, mais je le répète juste pour que ce soit bien compris, l'intérêt pour les porteurs de projets à candidater au challenge Avion Vert, c'est que ça permet une mise en visibilité auprès des grands donneurs d'ordre et des financeurs potentiels, puisqu'ils seront aussi partie prenante dans l'évaluation des projets. Et au cas par cas, lorsque les projets seront sélectionnés et lorsque ça sera possible aussi en termes d'ingénierie de projet, on s'assurera d'un accompagnement et d'une orientation vers les différents dispositifs de financement, principalement régionaux et nationaux. Et en fonction de la typologie des projets, on pourra aller étudier aussi d'autres opportunités de financement. On a laissé ouvert la possibilité pour les acteurs de mettre en avant une compétence. C'est-à-dire si vous n'avez pas de projet à proprement parler, mais que sur les différents grands défis qui se présentent dans le cadre du challenge, vous voulez mettre en lumière une compétence que vous avez au sein de votre organisation, qu'elle soit PME, ETI ou même laboratoire public, il y a des fiches dédiées en fin de template pour la proposition de projet qui permettent de faire une déclaration de compétences. Donc ça reste toujours possible. Et donc là, on est en train de caler les prochaines étapes. Donc le challenge, il se fait il y a deux cut-offs. En gros, il y aura une relève finale en juin, mais il y a une relève intermédiaire dès le 5 mars
Cette relève intermédiaire, elle est importante à plus d'un titre, mais principalement parce que il y a une opportunité de financement côté Occitanie sur le IDEMO régionalisé dont la date limite est à fin avril. Et il va aussi y avoir normalement un dispositif sur produire en France des aéronefs bas carbone qui doit être publié en mars et pour lesquels on pense qu'il va y avoir une date limite qui sera à plus ou moins courte échéance. Ensuite, aussi, on sait aussi que côté France 2030, mais il y a déjà une grosse partie des enveloppes qui ont pu être dépensées sur des projets sur les précédents mois, au sens large, hein, pas que sur l'aéronautique, mais au sens large. Et donc, on se doute aussi que dans les mois à venir, il y aura peut-être une baisse des financements possibles et une limitation dans les capacités d'investissement de l'État dans le cadre de France 2030. Donc, il est important pour tous les acteurs de pouvoir se mobiliser le plus rapidement possible et de proposer les projets le plus rapidement possible pour éviter de se retrouver sur une période où il y aura peut-être moins d'opportunités d'appels à projets dédiés à ce qu'on espère pouvoir faire financer. Donc là, sur le workflow en gros du 5 mars, on va faire une présélection et des auditions d'ici à début avril. Alors, j'aurais bien aimé pouvoir vous donner la date du jury parce que ce qu'on ambitionne de faire, c'est une présélection sur dossier, puis permettre à chaque porteur de projet de défendre son projet, de présenter son projet à l'oral face au grand donneur d'ordre et à l'IRT pour pouvoir justement échanger et consolider la vision qu'on prend de la proposition que pourront nous faire les porteurs. Donc là, le jury il sera entre le 25 mars et le 4 avril, pour résumer, et on espère pouvoir annoncer la sélection des projets début avril pour justement pouvoir préparer le plus tôt possible aux réponses à appel à projets qu'on pourrait avoir, notamment dans le cadre de France 2030 régionalisé. Et donc le process, il est schématisé ici. On a un cahier des charges qu'on a un petit peu différencié pour Nouvelle-Aquitaine et pour Occitanie. Notamment, c'est là que vous trouverez les précisions sur les guichets de financement prioritaires qu'on a visés, avec quelques éléments de contexte supplémentaires aussi sur le cahier des charges de l'AMI Occitanie, notamment en lien avec le mémoire d'entente qui a été signé entre la région Occitanie et Clean Aviation. Donc, ces éléments-là sont importants. Il y a la présentation de la roadmap et des technologies clés prioritaires qui est aussi dans le cadre du challenge. Donc, c'est un document qui est annexé et qui est commun aux deux régions. On passe ensuite, d'ici au 5 mars, il faut que vous répondiez au dispositif de financement. Et donc là-dessus, il faut décrire votre projet, il faut être capable de nous donner quelques éléments d'informations sur le plan de financement. Donc ça reste macro à ce stade-là, mais on a besoin de connaître le périmètre financier de votre projet. En gros, comment vous le budgétisez, qu'est-ce qu'il y a comme dépenses éligibles à l'intérieur, et est-ce que vous avez la capacité financière de mener à bien ce projet, d'absorber les financements publics aussi, parce qu'il faut avoir l'équivalent en fonds propres, et d'être en capacité à terme aussi d'industrialiser une solution si celle-ci arrivait à être développée correctement et répondait aux attentes des différents acteurs. Ensuite, on passe à la sélection. Donc, il y a une préanalyse au sein d'Aerospace Valley et on organise un jury de sélection avec les principaux acteurs et les principaux donneurs d'ordre qui nous ont accompagnés dans la définition des challenges. Et puis, à partir d'avril, une fois que les sélections sont listées, on a l'accompagnement Aerospace Valley auprès des différents dispositifs de financement qui vont pouvoir être ciblés. Et donc, il y a deux types de documents. Il y a la proposition de projet avec les différents éléments sur la description de projet, la carte d'identité du projet, le caractère innovant, les impacts, les opportunités de marché. Ou alors, si vous n'avez pas de projet en particulier, vous pouvez faire une proposition de compétences. Cette proposition de compétences, elle nous permettra aussi de compléter les consortiums lorsqu'on va avoir des projets qui vont avoir besoin de consolidation sur ce plan-là. Et on reviendra vers vous dans tous les cas sur ces compétences-là parce qu'on a l'ambition, notamment dans le cadre du projet ECAR,
de cartographier les acteurs qui peuvent répondre aux problématiques de la feuille de route de la décarbonation de l'aviation. Donc cette proposition de compétence-là, elle a aussi pour utilité de lancer les premières étapes pour une mise en visibilité peut-être encore plus large des compétences que vous pourriez avoir. Mais ça, on sera amené à revenir vers vous avant de mettre une visibilité quelconque de cette fiche-là auprès de l'ensemble de la communauté aéronautique. Et donc là, j'en ai terminé sur la présentation très générale du challenge. Il y a déjà un certain nombre de questions qui sont arrivées sur le chat, donc je vais les prendre une à une. Pour rappel, pour ceux qui sont arrivés peut-être dans un second temps, vous avez l'opportunité de poser vos questions par écrit uniquement, parce qu'on est assez nombreux, il y a 60 connectés. Donc vous pouvez le faire par écrit en cliquant sur la petite icône point d'interrogation que vous avez sur votre interface GoToWebinar. Je vais commencer à répondre aux questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, on reste disponible et accessible quoi qu'il arrive. Donc, la première question, c'est sur la partie les axes décarbonation présentés le 9 février. Il y a un certain nombre d'informations présentées le 9 février qu'on ne peut pas diffuser largement sur Internet. Mais au cas par cas, on pourra les diffuser. Il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont disponibles dans le cadre du cahier des charges du challenge avion vert. Donc, vous pouvez déjà consulter ces éléments-là, regarder les fiches en particulier, et si jamais ce n'était pas suffisant, vous revenez vers nous via l'alias qui est disponible pour répondre à ce challenge. Donc, c'est avion-vert aerospace-valley.com et vous avez accès à cet alias sur le cahier des charges, justement, du challenge. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter au cas par cas pour qu'on voit si on peut ou pas vous transmettre les informations en lien avec la présentation de cette feuille de route, peut-être plus détaillée. Les fiches de déclaration de compétences, donc c'est si vous n'avez pas de projet pour déclarer vos compétences, oui, dans l'idéal, on aimerait bien les avoir pour le 5 mars ou à défaut pour la date limite de juin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a essayé de simplifier ça au plus possible. Les templates qu'on vous propose, autant pour la partie proposition de projet que pour déclaration de compétences, ce sont des propositions de Canva. C'est-à-dire que si vous avez déjà des éléments, si vous avez déjà des choses sous le coude qui répondent à l'ensemble des questions qu'on se pose dans le cadre d'une Canva, vous pouvez nous envoyer ces éléments-là. On n'est pas figé sur le formalisme attendu. Vous avez déjà des choses mises en forme avec vos masques, etc. N'hésitez pas à les réutiliser, c'est pas forcément ça le souci. On veut pouvoir avoir suffisamment d'informations pour évaluer votre proposition, au moins sur la phase de pré-proposition. Et si vous êtes sélectionné à l'oral, on vous précisera les modalités exactes de présentation, mais vous pourrez modifier les éléments que vous allez nous envoyer pour qu'ils rentrent dans ce nouveau format. Donc, ça sera encore modifiable. Alors, si vous pouvez éviter de modifier complètement le projet, ça nous arrangerait, mais en tout cas, la manière de présenter le projet pourra évoluer après le 5 mars. Mais pour le 5 mars, on va avoir besoin d'évaluer les critères que je vous présente ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose un Canva. N'hésitez pas à en sortir si vous en avez besoin. Ensuite, il y a une question sur les dossiers plus complets. En fait, on a deux relèves qui sont identiques. Il n'y a pas un dossier court et un dossier long. Il n'y a pas un dossier court pour le 5 mars, puis un dossier long pour le 6 juin. On attendra les mêmes choses pour les deux dates. C'est un dossier court dans les deux cas. On ferait une préanalyse en interne au niveau d'Aerospace Valley. On soumet cette présélection au jury d'experts, donc constitué d'Airbus, ATR, Safran, Liebherr, Thales et l'IRT, qui le valideront ou pas. On aménage en discussion avec eux. Et puis, pour les présélectionnés, il y aura l'audition. Et suite à l'audition, vous serez lauréat ou pas. Et si vous êtes, si le projet est lauréat, c'est-à-dire qu'il répond bien aux enjeux de la décarbonation de l'aéronautique et que c'est bien en lien avec les feuilles de route et en lien avec les défis, et c'est là où on embrayera sur vers quel dispositif de financement on va. Et donc ça sera le même process pour la date limite du 5 mars et pour la date limite
du 6 juin. Donc là, il y avait une question sur les taux d'aide, les dispositifs de financement qui pourront être adressés. Alors, je vais revenir sur cette carte-là. C'est un petit peu difficile de faire une règle générale parce qu'on sera un dispositif principalement national et régional d'un côté et européen de l'autre. Les conditions d'accompagnement et les conditions financières vont pas être les mêmes. Mais de manière générale, vous pouvez retenir une chose sur les projets d'innovation au niveau national et régional, les taux de financement sont autour de 50%. Ils sont plus ou moins bonifiés si le projet est collaboratif ou pas. Ils sont plus ou moins bonifiés selon que vous êtes une petite structure ou une plus grosse structure. Généralement, si vous êtes un laboratoire académique, c'est plutôt les coûts additionnels, les coûts marginaux qui sont pris en compte. Si vous êtes une PME, une ETI, c'est 50%, entre 40 et 60% de votre assiette de dépenses éligibles qui va être prise en compte. Et ça, c'est à moduler en fonction du projet, de son niveau de maturité, de la taille de votre structure. Donc, c'est toujours très compliqué de faire une règle générale. Mais il faut partir du principe que la force publique essaye d'accompagner à hauteur approximativement de la moitié des dépenses éligibles. Voilà. Ça reste une règle très générale et qui a modulé en fonction du projet en lui-même. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en gros, si le projet est individuel, on sera généralement sur des taux de financement en deçà des 50%, et si le projet est collaboratif, on pourra approcher les 50%, voire légèrement plus au cas par cas. Et donc là, il y a une question sur un projet dont l'intérêt aurait déjà été validé par un des acteurs cités dans le cadre du jury d'experts. Est-ce qu'il est nécessaire ou utile de présenter le projet? Alors, j'ai envie de dire, sur les acteurs qu'on vous a listés, c'est des grands groupes en général. Donc, l'idée, c'est que là, vous allez avoir en face de vous des gens qui sont en charge de la mise en œuvre des feuilles de route au sens large, qui sont des acteurs plutôt au niveau stratégie et mise en place des feuilles de route au niveau filière. Donc, c'est toujours intéressant de mettre en visibilité, au moins au niveau des autres acteurs qui n'ont peut-être pas validé directement votre projet, et puis aussi au niveau des mêmes grands donneurs d'ordre. Ça permet aussi par capillarité d'être certain d'avoir adressé le plus d'acteurs décisionnaires, ou en tout cas au niveau stratégique, de ces grands groupes. Donc je dirais que oui, il y a un intérêt, et c'est aussi pour ça qu'on a essayé de faire un mode de candidature le plus flexible et le plus simple possible, pour pas vous obliger à remettre beaucoup d'efforts dans la formalisation d'un projet que vous auriez déjà formalisé par ailleurs. Si vous avez déjà tous les éléments de prêt, mais qui ne sont pas exactement au format qu'on vous propose, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Alors, dans l'idéal, un petit peu en avance de phase, comme ça, on peut aussi essayer de vous dire si on a tout ce qu'il nous faut ou s'il nous faudrait rajouter des éléments. Mais n'hésitez pas à utiliser les éléments que vous avez déjà sous la main. Alors, quand je dis proposition de compétences, est-ce que j'entends par là des expertises sur la décarbonation de la méthodologie? J'ai envie de dire que si c'est des compétences sur de la méthodo et de l'expertise spécifique à l'aéro, ou en tout cas que vous pouvez prétendre à un track record sur des acteurs aéronautiques ou sur des projets aéronautiques, oui. Ça peut intéresser. Maintenant, la simple proposition de compétences ne supposera pas une sélection au challenge, en tout cas sur la date limite du 5 mars. Par contre, nous, on va essayer aussi de mettre en œuvre des actions spécifiques pour essayer de vous aider à peut-être vous mettre en réseau avec d'autres acteurs, soit pour adresser directement un guichet de financement, soit pour co-construire un projet avec ces acteurs-là, avec en ligne de mire la date limite du 6 juin. Si ça répond pas, n'hésitez pas à chaque fois où j'essaye de répondre à vos questions au fur et à mesure à compléter et à reposer des questions si c'est pas suffisamment clair. Et effectivement, de toute façon, Aerospace Valley reste disponible au-delà de ce challenge pour vous conseiller, notamment sur les dispositifs de financement. Là, j'en ai listé quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres. On a une immune veille, on a des capacités d'analyse des sujets et des dispositifs de financement qui va au-delà de ce challenge-là. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter au cas par cas sur vos projets qui adresseraient l'une de nos trois filières, à savoir l'aéronautique, le spatial et les drones. S'il y a de l'innovation, on
regardera comment on peut vous aider à les faire financer. Et donc, on pose la question des ETI. Alors, les ETI sur des financements régionaux ne sont clairement pas la cible prioritaire, mais ce n'est pas non plus une cible qui n'est pas éligible, autant sur les financements régionaux que surtout sur les financements nationaux. En revanche, une ETI qui va porter un projet modeste au niveau financier, on va avoir plus de mal à la faire financer. Donc, si une ETI porte ou est partenaire d'un projet, c'est tout à fait recevable. On verra aussi comment on peut l'accompagner. Mais on va s'attendre à ce que plus l'acteur qui coordonne le projet est gros, plus l'ambition et la dimension structurante de ce projet-là soit grande. Ça va se traduire aussi par un projet qui va présenter une assiette de dépenses éligibles plus importante. Donc là, on va plutôt orienter un projet qui serait porté par une ETI. On va plutôt le présenter à un dispositif de financement national et il y a différentes opportunités qui pourront répondre à cette problématique-là. Avez-vous prévu un événement de mise en relation pour financer d'éventuelles coopérations? Alors là, sur cette première phase, on n'a pas forcément eu le temps de le faire. Parce que justement, on a essayé d'aller vite. Il y a eu pas mal de travail qui a été fait, notamment par nos partenaires industriels, pour rédiger les fiches, pour voir comment ils pouvaient présenter les feuilles de route, pour présenter les défis clés. Et donc, on s'est surtout concentré là-dessus, ce qui laisse assez peu de temps entre la publication du challenge et la candidature, on en est conscient. Et donc, on n'a pas pu monter un événement de réseautage. C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier pour la phase du 6 juin. Notamment au regard des fiches compétences qu'on pourrait recevoir d'ici là, mais on espère qu'on aura aussi pas mal de projets qui nous permettent de voir si ce besoin-là est réel ou si les consortiums qu'on nous présente sont déjà suffisamment solides. Il n'y a pas de limite sur le budget que vous pourriez proposer au niveau des projets. En revanche, plus c'est ambitieux, plus on va aller chercher sur le dispositif national, voire européen. Mais on cherche quand même des projets de R&D et des projets dont vous auriez la capacité financière de réaliser les choses. En fait, il va y avoir deux limites principales à l'assiette de dépenses éligibles que vous allez nous présenter. La première limite, c'est votre capacité en fonds propres, notamment pour les entités privées, c'est-à-dire que pour 1 euro de financement public demandé, il faut avoir 1 euro de fonds propres en face. Donc, si vous présentez un projet à 2 millions d'euros, d'assiette de dépenses éligibles à 2 millions d'euros, si je schématise, ça voudrait dire qu'il y a environ 1 million d'euros d'aide publique. Et donc, il faut avoir environ 1 million d'euros de fonds propres disponibles en face. Et la deuxième, ça va être votre capacité de RH à réaliser le projet. Et donc, le temps homme disponible dans votre structure qui pourra être mis à disposition du projet. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser. Maintenant, si vous proposez un projet à 70 millions d'euros, effectivement, ça va être plus difficile à adresser auprès d'un seul guichet de financement. Donc, ce ne sera pas pour un démo régionalisé immédiatement. La liste des dépenses éligibles, c'est vrai que j'en ai pas parlé. En général, sur un projet de R&D, ça va être principalement des dépenses de ressources humaines. Et sur les autres dépenses, ça va être un tout petit peu de missions, mais c'est à la marge, des consommables, des achats de matériel, des équipements et de la sous-traitance. La sous-traitance ne pouvant généralement pas dépasser un tiers des dépenses totales du projet. Et on s'attend à ce que les dépenses de personnel soient plutôt majoritaires sur un projet de R&D, sauf cas particulier, c'est pas une règle figée, mais on s'attend à ce qu'il y ait plutôt des gens qui phosphorent sur la problématique plus que l'achat de consommables et la mise en œuvre d'un démonstrateur. Même si, encore une fois, s'il y a vraiment un démonstrateur, un POC ou un banc d'essai à monter, on peut entendre que les dépenses éligibles porteront, il y aura un petit déséquilibre sur la partie achat de matériel, par exemple. Ça s'argumente. Le plafond d'aide à 40 000 euros pour les projets individuels, en fait, c'est pas un plafond, c'est un plancher. C'est-à-dire que c'est plutôt un plancher si les projets sont trop petits, entre guillemets, c'est-à-dire si l'assiette de dépenses est modeste, on va s'interroger assez vite sur l'incitativité de l'aide. Notamment sur un projet qui fait 3 ans ou 2 ans, être en dessous de 40 000 euros de dépenses,
normalement, c'est peut-être un projet aussi qui peut être autoporté par l'entreprise avec du financement classique comme du crédit impôt recherche. Et la réponse à un appel à projet derrière va pas forcément être critique. Maintenant, si vous pensez que votre projet, malgré son budget modeste, peut avoir un impact non négligeable sur les ambitions des feuilles de route et les ambitions de décarbonation de l'aéronautique, proposez-le. Peut-être qu'on ne vous dirigera pas directement vers un guichet de financement si vous êtes lauréat, mais en revanche, ça va vous permettre aussi de commencer à échanger ou de continuer à échanger avec les industriels qui pourront être intéressés à terme pour acheter la solution ou pour l'utiliser. Alors, je vais voir si je réunis avec d'autres choses. Faut-il voir ce challenge comme une labellisation Aerospace Valley? Oui, oui et non. La labellisation, c'est vraiment un élément statutaire, mais c'est vrai qu'habituellement, c'est-à-dire que c'est organisé par Aerospace Valley via son conseil d'administration et on n'a pas, dans le cadre du comité de labellisation, des défis clés qui sont listés. Maintenant, on va avoir à peu près des acteurs, en tout cas les experts de l'aéronautique côté grand groupe seront les mêmes. Il va manquer les PME et certains laboratoires de recherche dans le jury d'experts qu'on pourrait avoir au niveau du ComLab. Mais on peut dire que ça vaut mise en visibilité du projet et bonification du projet. Ça sera à voir en fonction du projet. Les projets qui vont être lauréats au challenge ne vont pas forcément avoir vocation à repasser par le comité de labellisation du pôle Aerospace Valley derrière. Il y a une question concernant le défi clé Rio. Est-ce que le défi clé Rio ne concerne que le stockage de l'hydrogène sous forme liquide? Alors, je vais revenir sur le petit schéma qui est ici. Il me semble qu'on est effectivement plutôt sur l'hydrogène liquide au départ. Mais là-dessus, je pense que je dirais, je risque fort de dire une bêtise. Donc, je ne sais pas formellement confirmer ce point-là. Il y a une adresse générique que je vous ai mis dans ce mail-là. Il y a aussi Laurent Bizio qui échange régulièrement avec les personnes de Rio. Donc, je note la question, je note le nom de la personne qui a posé la question et on revient vers vous avec plus formellement la réponse. Si d'autres personnes que celle qui l'a écrite se posent la même question, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et si quelqu'un est dans le chat, et je crois qu'il y a des personnes dans le chat qui connaissent le défi Clério, n'hésitez pas à répondre à la question par écrit, je la relayerai. Donc la question, je la repose, c'est est-ce que le défi Clério concerne exclusivement le stockage de l'hydrogène sous forme liquide? Est-ce que l'hydrogène sous forme gazeuse pour l'aéronautique, est-ce que l'hydrogène gazeux rentre dans le défi Rio? Ça, c'était pour une question spécifique pour Rio. Alors, l'adresse email pour le challenge, il est indiqué dans le cahier des charges. Alors là, c'est vrai que je ne l'ai pas écrit, je le rajouterai dans les planches qui vous seront mises à disposition rapidement suite au challenge. Je suis désolé pour cet oubli, mais effectivement, il est disponible sur le site d'Aerospace Valley sur la page du challenge et sur les documents du challenge. Et je les remettrai dans ce document qu'on vous enverra à la suite de ce webinaire. J'essaie de ne pas oublier de questions. Je suis désolé pour les petits blancs à chaque fois. Et oui, donc j'en profite pour dire aussi que les planches vont vous être distribuées et vous aurez accès au replay de ce webinaire sur la page YouTube d'Aerospace Valley. Et entre-temps, merci Johanna Caillès, qui est chef de projet du défi clé hydrogène vert, qui me confirme que le côté Rio, l'appel est limité à l'hydrogène avec un stockage cryogénique de l'hydrogène. Alors, je vérifie, mais je crois que j'ai parcouru la majorité des questions. Oui, c'est bon. Donc, on arrive quasiment de toute façon au bout du temps qu'on s'était donné. Il me reste plus qu'à
Alors, n'hésitez pas s'il y avait une toute dernière question, mais sinon, je vous remercie pour votre attention lors de ce webinaire. L'ensemble des questions que vous nous avez posées, encore une fois, on est disponible en continu d'ici au 5 mars et au-delà, après au 6 juin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et je mettrai à jour mes planches pour partager plus formellement l'alias qui vous sera nécessaire pour candidater ou pour poser toute question additionnelle qui pourrait vous être faite. Merci à tous pour votre participation et très bonne journée et à bientôt. Au revoir.